Have you ever thought of doing business in Tunisia? It is one of the most business-friendly locations in the Mediterranean region. Over 3,300 foreign companies have set up in Tunisia, ranking the country as one of the major industrial exporters to Europe from the southern shore of the Mediterranean. Today, thanks to its huge potential, Tunisia is more than ever ready for business. It is a very safe part of the world. Huge amounts of qualified and competitive human resources is available, coupled with an outstanding entrepreneurial spirit. It offers foreign businesses great opportunities, thanks to its new economic vision, Tunisia 2020. We look forward to your participation at the Tunisia Investment Forum 2017, which will be a great occasion to learn about recent developments and seize the myriad of business opportunities in different sectors. It will bring together high-level participants, including government representatives, large and SMEs, together with delegates from economic and financial organizations. Attendees will be given the incredible chance to pre-arrange B2B meetings and networking sessions. It is a time of great opportunity. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tout le monde. Merci pour votre attente. Nous attendons l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Industrie et des PME d'un instant à l'autre. On va, en attendant, commencer notre panel qui parle aujourd'hui de l'intégration de la Tunisie dans les chaînes de valeur mondiales. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour discuter de ce sujet un ensemble d'économistes et d'experts internationaux et qui représentent également plusieurs organisations internationales qui font des études très concrètes sur la région, sur la Tunisie et sur ses chaînes de valeur. Donc à ma droite, Madame Isabelle Joumard, qui est économiste senior du département économique de l'OCDE. Ensuite, Monsieur Jad Salhab est expert de la Banque mondiale en charge du secteur privé et qui travaille en Tunisie depuis bientôt 6 ans sur plein de secteurs et plein de sujets. Ensuite, Madame Lilia Heshem Naas, qui est directrice Bureau Afrique du Nord de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Monsieur Fabricio Conicella, directeur général du Technoparc Bio-Industry de Turin et expert en clusterisation, également actif en Tunisie dans l'écosystème depuis 2007 sur plein de clusters et également beaucoup de technopoles. Et enfin, Madame Sarah Masmoudi, qui est directrice générale des laboratoires Teriac, un laboratoire pharmaceutique actif sur l'Afrique et le Moyen-Orient, peut-être? Non, l'Afrique. Bon. Voilà, avant de céder la parole à nos différents hôtes d'aujourd'hui, je voulais faire une courte introduction, en tout cas du sujet. Les chaînes de valeur mondiales, comme vous le savez aujourd'hui avec la mondialisation, nous avons pour un même produit, un même service, plusieurs parties qui peuvent être traitées dans des pays différents. La Tunisie, depuis les années 70, en tout cas, a commencé cette démarche d'investissement et d'introduction dans les chaînes de valeur mondiales. Nous arrivons aujourd'hui à 30% de notre PIB en exportation. Il y a à peu près 30 milliards de dinars d'exportation tunisienne vers le monde, dont 20 milliards de dinars qui sont dans le secteur offshore. Ce secteur offshore où les marchandises rentrent en Tunisie, sont transformées, sont travaillées et sont réexportées. Il totalise aujourd'hui 12 milliards d'importations pour 20 milliards d'exportations. C'est à peu près 40% de valeur ajoutée en offshore. Il y a sans doute beaucoup d'autres choses à faire sur la partie onshore, mais la Tunisie existe et existe avec du volume dans les chaînes de valeur mondiale. Alors comment ça s'est passé historiquement? Dans les années 70-80, nous avons vu l'apparition du secteur textile et habillement. C'est aujourd'hui 250 000 emplois en Tunisie. C'est un secteur qui existe depuis 40 à 50 ans. C'est énormément de stratification et de sédimentation de savoir, de compétences, d'infrastructures, de structures d'éducation. Et donc c'est un secteur qui est très mature et sur lequel, quand un investisseur vient, il trouve un écosystème existant. Ensuite, dans les années 90-2000, la Tunisie
à développer les IME, les industries mécaniques et électroniques. Aujourd'hui, on totalise 150 000 emplois dans ce secteur et plus de la moitié des exportations sont sur les IME. C'est également un secteur sur lequel il y a 30 ans d'existence, donc ce n'est pas 5 ou 10 ans, c'est 30 ans d'administration, 30 ans de technoparc, 30 ans de développement des compétences. Certains des acteurs tunisiens sont même allés acquérir des acteurs internationaux sur ce sujet-là. Dans les années 2000 à 2010, on a vu apparaître les services de l'offshoring, donc tout ce qui est technologie de l'information, tout ce qui est services à distance. Et donc c'est la troisième génération d'introduction aux chaînes de valeur mondiales. Et sur ce secteur, on a aujourd'hui naturellement 50 000 emplois, sans qu'il y ait énormément en tout cas de travail de fait. En tout cas, c'est un développement naturel de 50 000 emplois à très très haute valeur ajoutée. Dans les années post-révolution, la Tunisie va de plus en plus dans la valeur ajoutée. On parle aujourd'hui de secteur de la santé, du tourisme de santé, de la pharma, on parle de digital. Donc ce sont sans doute les secteurs qui vont dans quelques années devenir en fait des mastodontes de l'emploi en Tunisie. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'indicateurs qui démontrent en tout cas cette tendance. Le magazine Forbes a classé Tunis comme 7e ville mondiale où il faut créer sa start-up. C'est quand même 7e dans le monde. Tunis est l'une des villes les plus paisibles et les plus safe d'Afrique. Aujourd'hui, malgré la révolution, c'est quand même un pays qui est très sécurisé, la Tunisie. Le Global City Award a classé Tunis leader mondial des grandes villes émergentes en termes d'efficacité des coûts. Et oui, la Tunisie a perdu énormément, en tout cas, de points sur le rapport dinar-dollar, mais ceci renforce énormément sa compétitivité et améliore les business plans pour un investisseur. Le Bloomberg Innovation 2016 classe la Tunisie, en tout cas met la Tunisie dans l'un des pays où la recherche est le plus développée dans les pays arabes et africains. Donc il y a une concentration de chercheurs qui est très très importante en Tunisie et c'est la première économie innovante d'Afrique. Ce sont des indicateurs par des organismes indépendants et qui mettent en avant en tout cas la compétitivité de la Tunisie. Enfin, le Global Competitiveness Report de 2017 met la Tunisie première en coût du personnel en Afrique du Nord, ce qui démontre encore une fois l'attractivité de la Tunisie comme destination d'investissement. À ma droite directement, Madame Joumar a conduit au sein de l'OCDE une étude sur le positionnement de la Tunisie dans les chaînes de valeur mondiales et va nous donner une vision macroéconomique sur cette partie-là. Merci. Merci aussi à tous les participants. Je suis très heureuse effectivement de présenter la vision de l'OCDE sur le positionnement de la Tunisie dans les chaînes de valeur mondiales. Et pour cela, je vais m'aider d'un PowerPoint pour pouvoir un petit peu mettre en valeur la position de la Tunisie. J'attends que voilà. Donc on peut passer... La première chose que j'ai envie de dire, c'est que on est ici à un forum sur l'investissement. Je commence sur l'investissement direct étranger. Donc, si vous regardez le premier panel en haut, vous voyez les flux d'investissement direct étranger. En rouge est la Tunisie. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, les flux d'investissement direct étranger en Tunisie sont résilients. Il y a eu effectivement une augmentation très nette à la fin des années 2000, qui correspond à une vague de privatisation, mais aussi à des flux financiers dans tous les pays émergents. Mais après cette espèce de bulle, on revient à un niveau qui est relativement élevé si on compare avec d'autres pays similaires, le Maroc, l'Algérie, mais même la Pologne. Ce qui me semble très intéressant, c'est le deuxième panel où on n'est plus en termes de flux, mais on est en termes de stock, le stock d'investissement direct étranger. Donc voilà. Et là, on voit que la Tunisie est complètement à droite, c'est-à-dire que parmi les pays émergents, donc c'est tous les pays qui sont à droite, c'est en Tunisie que le stock d'investissement direct étranger est le plus élevé en pourcentage du PIB, ce qui montre bien effectivement la question de l'attractivité de la Tunisie.
Alors, ça se reflète, comme on l'a déjà dit, par un taux d'ouverture mesuré par le taux d'exportation en valeur, qui est relativement élevé si on fait des comparaisons internationales. Vous voyez que la Tunisie est très semblable à ce niveau-là avec le Portugal, qui est donc aussi un pays membre de l'OCDE. La grande critique qu'on fait sur ce type de chiffres en valeur des exportations, c'est quid de la valeur ajoutée? Est-ce que la Tunisie réellement participe, amène de la valeur ajoutée? Et donc je vais vous le montrer dans une slide suivante. À l'OCDE, on a développé des indicateurs qu'on appelle Trade in Value Added, qui mesurent la participation de chaque pays dans les chaînes de valeur mondiale en termes de valeur ajoutée. Donc vous voyez que la Tunisie, qui est donc partiellement en rouge, est parmi les pays de l'OCDE. La Tunisie, bien sûr, n'est pas un pays de l'OCDE, pas encore, mais si on la compare aux pays de l'OCDE et à d'autres pays émergents, la Tunisie a un taux de participation élevé autant en amont qu'en aval. Donc elle utilise des intrants étrangers pour produire des exportations, mais on retrouve aussi beaucoup de valeur ajoutée de la Tunisie dans les exportations des pays partenaires. Et ça me semble important de le noter. Donc vous voyez des pays que vous ne pourrez peut-être pas identifier, mais sur la gauche, on trouve la Turquie et le Maroc. Donc la Tunisie participe plus que la Turquie et le Maroc. Et vous pouvez comparer aussi la Tunisie au Portugal, qui est juste à côté. Donc encore une fois, on retrouve finalement un positionnement de la Tunisie très proche de celui du Portugal. Là, on parlait du volume des exportations. Il y a quelque chose qui va encore plus loin pour la Tunisie, c'est la diversification, le nombre de produits dans lesquels la Tunisie excelle. On appelle cela les avantages comparatifs révélés. Ce graphique montre le nombre de produits, effectivement, dans lesquels la Tunisie excelle. Et ce qu'on montre ici, c'est que la Tunisie, finalement, par rapport aux économies émergentes comme le Maroc, le Chili, l'Algérie, la Tunisie a plus de produits pour lesquels elle excelle. Donc ça, c'est le côté diversification. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est la question de la complexité. Quel type de produit? Et ce qu'on a observé en Tunisie, là, je vous montre le degré de complexité entre 2 années, 2000 et 2015. Je pense que c'est difficile à lire, mais ce qu'on constate, c'est que entre 2000 et 2015, la Tunisie est passée de produits assez peu complexes à des produits complexes supérieurs, dans la moyenne supérieure. Elle le fait plus même que des pays comme le Maroc, l'Indonésie et le Chili qui sont présents sur le graphique plus sur la droite. Donc ce qu'on conclut en fait en Tunisie, c'est qu'il y a une participation très active, beaucoup d'avantages. Nous accueillons Monsieur le Ministre. Allez-y, continuez. Marc Bébic. Beaucoup de produits dans lesquels elle excelle, et les produits dans lesquels elle excelle, c'est des produits complexes. Et ça me permet de passer à un indicateur qui a été développé par une équipe de Harvard, qui, sur la base de cette sophistication des exportations, mesure le potentiel de croissance d'une économie. Donc on peut passer à la slide suivante. Et donc ce graphique vous montre par continent les potentiels de croissance mesurés sur la base de la sophistication des exportations et notamment de la participation dans les chaînes de valeur mondiale. Ce que ce graphique indique, c'est que finalement le taux de croissance pour 2025 est estimé sur cette base à près de 5%. Donc c'est énorme, c'est une des économies émergentes les plus rapides. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment mobiliser tout ce potentiel? Il y a un potentiel très important, comment le mobiliser? Excellent. Donc en résumé, on exporte autant que la moyenne des pays de l'OCDE. On a des produits qui sont de plus en plus complexes et de plus en plus sophistiqués, et ceci nous donne un potentiel de croissance très 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 important. Tout à l'heure, vous me parliez également en fait de cette comparaison des pays en transition. Et je pense que j'aimerais bien en fait que vous nous en touchiez quelques mots. Alors c'était pas dans ma présentation, mais je vais vous le dire quand même rapidement. Effectivement, quand on vient en Tunisie, quand on entend la Tunisie, on a tendance à avoir une vision un petit peu négative en disant l'économie ne redémarre pas, l'économie ne redémarre pas.
Et nous, à l'OCDE, donc, on a la chance de travailler avec plusieurs pays qui sont allés au travers d'un processus, une transition démocratique semblable finalement à celle qu'a connue la Tunisie. Je pense à l'Espagne, je pense au Portugal, je pense à la Pologne. Et ce qu'on sait de ces pays, c'est que les premières années sont toujours difficiles en termes d'économie. Pendant les 5 premières années, il y a toute la construction des institutions, toute l'incertitude finalement sur le remodelage, j'ai envie de dire, des institutions, et qu'il faut du temps pour qu'il y ait une reprise économique. Et c'est ce qu'on constate c'est ce qu'on a constaté dans ces pays, et que finalement la Tunisie a été plutôt résiliente en matière de reprise économique. Et puis souvent, en fait, les changements doivent s'opérer combien de temps après le début ? Alors, les changements, j'ai envie de dire, comment les changements s'opèrent, qu'est-ce qui se passe? C'est une reprise de l'investissement. Donc, effectivement, le thème de l'investissement de la conférence d'aujourd'hui, il est clé. Et en général, on observe une reprise de l'économie 5 à 6 ans après. Donc, pour conclure sur cette question, c'est très important, effectivement, de mettre en place les conditions de relance de l'investissement et de faire en sorte que cette relance de l'investissement, finalement, irrigue toute l'économie et, j'ai envie de dire, crée aussi suffisamment d'emplois, parce que ça me semble être quand même un enjeu majeur en Tunisie. Donc, globalement, la transition politique, c'est en ce moment, en fait, que les débuts des résultats ou des changements économiques pourraient démarrer. Il y a un grand potentiel de croissance à l'avenir. Donc, un message pour les investisseurs. Un message très positif, mais je vais prendre juste la dernière. Il y a d'autres slides. Je pense qu'en fait, on va retourner. Voilà, c'est là. Donc, en fait, quand on regarde le potentiel, on se dit il faut le mobiliser. Comment on le mobilise? Et alors, je n'irai pas parce que j'ai compris que je vais raccourcir un petit peu. Mais la première chose, c'est les restrictions à l'investissement direct. Et je félicite le gouvernement d'avoir mis en place la loi sur l'investissement, parce qu'on voit que ça change vraiment dans le benchmarking. Bon, les résultats sont dans la présentation qu'on pourra circuler, mais le positionnement de la Tunisie dans l'indicateur de l'OCDE de restriction des investissements réellement diminue. Il y a la question de facilitation du commerce, qui est aussi importante. On a encore à l'OCDE des indicateurs qui vous permettront de faire du benchmarking et de savoir là où il faut vraiment agir. Les questions de logistique, et j'ai envie de dire renforcer les liens entre un secteur offshore, comme vous l'avez mentionné, qui fonctionne de façon incroyablement performante, et le secteur onshore. Donc je m'arrêterai là. Voilà, merci beaucoup. À votre droite, Monsieur Salhab, qui est expert auprès de la Banque mondiale du développement du secteur privé. Ça fait 6 ans que vous travaillez en Tunisie sur une multitude de secteurs, une multitude d'industries. Aujourd'hui, la Banque mondiale a des investissements structurants dans certains secteurs, et il y a également un ensemble d'expériences qui ont été faites sur des secteurs émergents à introduire dans les chaînes de valeur mondiales. Comment vous pourriez nous donner en fait une vue générale sur ces investissements et votre apprentissage sur les différents secteurs sur lesquels la banque a travaillé sur les 6 dernières années en vue d'introduction dans les chaînes de valeur mondiales? Bon, d'abord, salut la présidente, monsieur le ministre, qui nous rejoint un peu tard. Je ne sais pas s'il y a des slides, voilà. Je pense qu'il y a une slide qui manque d'abord. Bon. En fait, je voudrais juste introduire par décrire si vous pouvez passer la slide. Je ne sais pas si... Bon, c'est pas la bonne version. Mais il y avait un travail que je voulais juste mettre en valeur. Ça fait, comme tu dis, Wissem, ça fait 5 ans, plus ou moins 5 ans et demi que je suis ici. On avait commencé depuis assez tôt, en 2013-2014, à travailler sur les dialogues publics-privés sectoriels. On s'était dit, il y a énormément à faire sur le côté horizontal, évidemment, l'amélioration des clients des affaires, mais il y a aussi beaucoup à faire secteur par secteur, essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer les conditions des entreprises dans ces secteurs-là afin qu'elles puissent s'introduire dans les chaînes de valeur mondiale. Et on avait pris 4 secteurs pilotes. À l'époque, on avait pris le textile, le pharma, les services IT et d'électronique. Et on a testé une nouvelle approche de dialogue public-privé, où on s'assied avec les acteurs privés et publics d'une chaîne de valeur ou d'un cluster, et on travaille à ce niveau micro pour essayer de dégager ce qu'il faudrait faire comme changement, que ce soit au niveau sectoriel, ou même quels sont les changements horizontaux d'infrastructures qui les affectent particulièrement plus que les autres. Comme ça, on peut informer la priorisation.
C'est un travail qui a pris 2-3 ans. C'était assez entrepreneur de le faire à l'époque parce qu'il y a eu 5-6 changements de gouvernement. Donc, c'était pas du tout évident de pouvoir garantir une certaine continuité. La participation du secteur privé qui était intense, d'ailleurs, Madame Masmoudi, qui est avec nous, était une des actrices les plus engagées dans ce dialogue public-privé pharma, en prenant un rôle de leadership assez important et qui fait que le secteur privé a porté cette initiative et a fait que la continuité s'est quand même produite malgré les changements de gouvernement. Ça nous a encouragé les résultats qui ont été faits dans ce dialogue public-privé. Certains étaient très performants, certains moins. On a appris des leçons de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais ça a encouragé le développement des projets que vous voyez maintenant sur l'écran, qui sont 4 grands investissements faits par le gouvernement tunisien avec l'appui de la banque et le financement de la banque. Ces financements sont au total 350 millions de dollars. Il y a une concentration assez intéressante sur le nord-ouest et le centre-ouest parce que c'est des régions un peu défavorisées pour le moment et qui ont un grand potentiel de croissance et dans lequel on voudrait évidemment aider à investir. Les 4 projets sont, le premier que vous voyez en jaune est sur les exports, c'est à niveau national, c'est un appui au développement des exportations, c'est 50 millions de dollars, il y a beaucoup de composantes horizontales mais aussi certaines sectorielles. Il y a un projet sur les zones forestières au nord-ouest, le projet en vert qui développe les zones forestières et les produits forestiers et les chaînes de valeur basées sur les produits forestiers comme le romarin, mais même aussi comme l'huile d'olive. Le projet jeunesse, emploi des jeunes qui est sur le gouvernorat en rouge, qui porte sur les chaînes de valeur aussi, entre autres, qui vont employer des jeunes vulnérables ou des jeunes ou des femmes vulnérables dans ces régions-là. Donc c'est des chaînes de valeur intensives en main-d'œuvre. Et le 4e projet, c'est le projet d'irrigation intensive. Donc c'est là où on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut valoriser plus les produits qui utilisent l'eau, par exemple la tomate, les produits maraîchers, le citrus, et voir comment est-ce qu'on peut orienter ces productions-là vers des marchés à plus haute valeur ajoutée pour mieux valoriser l'eau qu'on utilise. Donc vous avez 4 projets, chacun a beaucoup de composantes générales, mais dans chacun il y a une composante particulière qui traite le développement des chaînes de valeur, à chaque fois pour l'objectif du privé. Donc 20 chaînes de valeur irrigation, chaîne de valeur emploi jeune, chaîne de valeur produits forestiers ou chaîne de valeur exportatrice, par exemple le tourisme médical ou l'électronique. Donc ces 4 projets-là, si vous pouvez passer des slides s'il vous plaît. Voilà. Donc certains traitent des aspects horizontaux, comme j'ai dit, le PDE3 va essayer par exemple d'investir dans l'amélioration de la performance du port de Radès. Ça fait des investissements horizontaux qui touchent tout le monde. Par exemple, le financement de Smart Gate va essayer de réduire les délais d'attente des camions au port de Radès de 4 heures à 20 minutes sur les 5 ans prochains. Il y a un investissement sur les terminals, le TOS, c'est un système informatique qui va maximiser le stockage au port de Radès, et donc au lieu de pouvoir stocker 320 000 containers, on va essayer de monter à 450 000, donc c'est une augmentation de 50% pratiquement de la performance de stockage, aussi sur 5 ans, hein, évidemment. Et ensuite, il y a des composantes qui traitent le préfinancement, le produit d'Amen Finance notamment, Madame Chapchoub est parmi nous, c'est un produit qui garantit l'accès au financement pour les entreprises exportatrices, et il y a l'ambition de toucher environ 250 millions de dollars d'exportation financées par ce fonds de garantie. Donc ça, c'est le type de mesures qui sont dans les projets, qui sont horizontales, qui touchent tout le monde. Ensuite, il y a les aspects sectoriels. Donc voilà, si vous pouvez passer de slide encore une fois, s'il vous plaît. Voilà, donc les 4 projets, comme j'ai dit, partagent cette approche de développement de chaîne de valeur. Il y aura une seule plateforme, une équipe commune, composée par un groupement d'intérêt économique conjoint, donc une association conjointe de la part du CEPEX, de l'API, de l'APIA, de l'ITI, l'instance tunisienne de l'investissement, et les agences régionales de développement ODNO et ODCO. Ils vont créer une équipe commune conjointe pour qu'elle soit plus efficace, qu'elle amène un package intégré de services sur toute la chaîne de valeur, que ce soit l'agriculture, la transformation ou la commercialisation. Et cette équipe commune aura les budgets les nécessaires pour pouvoir fonctionner. Next. Elle pourra identifier les plans d'investissement pour développer chaque chaîne de valeur, identifier des réformes par chaîne de valeur, comme par exemple l'huile d'olive, le textile ou les artisanats, ou même les produits par exemple comme la tomate ou maraîchère d'export. Mais il y aura aussi les fonds d'investissement, donc 90 millions de dollars, pour pouvoir suivre directement avec l'investissement nécessaire. Dans ces fonds d'investissement, on peut financer des infrastructures communes aux services, par exemple les exportateurs de maraîchères, s'ils ont besoin de services de chaîne de froid, c'est commun. Mais il y a aussi un budget qui est un cofinancement pour encourager le privé à prendre le risque
et à s'investir sur des nouvelles chaînes ou le développement vers une chaîne qui a de plus valeur ajoutée. On va dire, voilà, agriculteur ou un PME X qui s'intéresse à aller vers cette nouvelle direction, plus de valeur ajoutée, si elle met un montant, on va cofinancer, on va donner une subvention de contrepartie pour l'encourager à y aller, pour minimiser la perception du risque, pour qu'elle y aille et pour qu'on puisse aider ce secteur productif à virer vers les chaînes de valeur à plus haute valeur ajoutée en incitant le risque. Voilà, donc je termine sur cette slide qui dit que voilà, vous aurez des produits comme électronique, l'huile d'olive, huile essentielle, artisanat ou tomates. Il y a beaucoup de bénéficiaires, mais le but en fin de compte est d'avoir un impact intégré. C'est du développement durable, c'est du développement, pardon, next slide, développement durable, développement régional. C'est de la balance commerciale, c'est de l'export et de l'amélioration de la balance commerciale, et c'est de la création d'emplois. Donc c'est des projets qui convergent sur ces points complémentaires. Merci beaucoup. Alors comment on peut bénéficier de toutes ces aides? Est-ce que la plateforme existe déjà? À partir de quand on peut aller et bénéficier en fait de tout ce qui est mis en place dans cette plateforme? Okay. Et puis deuxième question aussi, quel est l'impact attendu en chiffres? Donc, il y a les différents projets, donc laissez-moi répondre à la première question d'abord. L'effet d'annonce, c'est difficile de le faire. Je vais peut-être laisser la parole. Tu peux nous faire une faveur. Donc, voilà, donc ça, beaucoup vouloir avancer. Évidemment, du moins, l'appel d'offres pour l'entreprise qui va aider à mettre en place, à faire des travaux de développement, donc des engagements des entreprises et l'accompagnement des entreprises sur les aspects que j'ai mentionnés, va être lancé la semaine prochaine. Et donc, on est vraiment, la machine est en cours de lancement. Maintenant, l'officialisation de l'association entre les entreprises, je ne vais pas m'annoncer maintenant, mais c'est dans les semaines qui viennent. Et donc, c'est vraiment imminent comme machine qui va commencer à tourner, on espère très bientôt. L'impact est varié, ça dépend, et on a des chiffres très spécifiques, comme vous avez vu, donc je ne voudrais pas mettre tous les projets dans un même impact, mais un impact assez structurel, aussi bien sur l'emploi dans certains cas, les chaînes qui sont intensives en emploi, elles ont des indicateurs d'emploi qui sont importants. Par contre, il y a d'autres chaînes qui sont plus axées, par exemple, sur le montant d'exportation. On va essayer de toucher 750 millions d'exportations dans les années prochaines. Par exemple, chaque projet a des mesures un peu différentes, donc je ne vais pas les résumer tous maintenant. Ok, merci beaucoup. Peut-être que Monsieur le Ministre nous en parlera à la fin quand il fera le speech de clôture. Monsieur Fabrizio Conicella, vous avez une longue expérience, en tout cas de gestion de technoparcs à l'international, mais vous avez également travaillé énormément en Tunisie pour le développement des technopoles et avec un certain nombre d'universitaires. Quelque chose qui m'a marqué quand je vous ai parlé la première fois, vous m'aviez dit, et quand j'arrive en Tunisie, je me sens chez moi. Oui, les aspects culturels sont très importants dans l'attraction d'investissement. En effet, les investissements vont où ils sont mieux traités. Ce n'est pas simplement une question d'argent, ce n'est pas simplement une question de règles. Il y a une question d'écosystème sociologique, laisse-moi dire. Quand on a commencé à discuter sur la problématique des investissements en Tunisie, j'avais pensé de cibler la discussion et l'analyse sur quels sont les moyens pour la Tunisie pour être plus attractif au-delà des lois, des règles et de l'argent. Et je suis retourné à l'université. Je pensais encore une fois au modèle de développement territorial qui était lié à l'attraction d'investissement. Et il y en a deux. Il y a deux archétypes économiques. Le premier, c'est le pôle de croissance. C'était un économiste français, Pérou, qui avait identifié ce modèle comme un modèle d'attraction d'activité qui était basé sur la présence de grandes usines. C'est un modèle qui est en crise, il est très faible, il est critiqué partout dans le monde car c'est un modèle qui n'a pas de racines. Les usines vont où ils sont mieux traités, donc le jour qu'il y a un coût de travail plus bas dans un autre pays, ils bougent. Il y a un deuxième modèle, un autre archétype, qui c'est le modèle de l'industrie industrielle. La chaîne des PME qui travaillent de la matière première jusqu'au produit qui devient un facteur attractif à niveau territorial. Et il est le modèle qui a permis à l'Italie dans les années 60 une croissance très importante
avec la présence des entreprises lourdes, l'automobile par exemple. Mais aussi le district industriel, il est un modèle qui a des problématiques, qui peuvent influencer l'attraction d'investissement. Et ce sont des problématiques qui touchent la Tunisie. La première problématique, c'est la globalisation de l'économie. Il y a une opportunité, mais il y a aussi un risque. On a vu les analyses de l'OECD. Les pays changent dans le temps. Ce n'est pas simplement la statistique d'une année. Il faut comprendre qu'il y a des dynamiques à l'international qui peuvent changer aussi, d'un point de vue dramatique, les conditions globales. La géopolitique, il y a un autre facteur. On a évoqué la sécurité comme un des éléments qui vont caractériser la Tunisie. Il est vrai, et il est un facteur attractif. Il y a des problématiques technologiques, les produits changent. Le district industriel était conçu, était basé sur des produits où il y avait un très haut niveau de créativité, mais en général, il y avait seulement des technologies, des processus. Les produits finaux étaient à moyen ou très bas niveau technologique. Là, il y a un élément sur lequel on doit réfléchir. La Tunisie peut jouer un rôle, mais aussi sur des produits à très haute valeur ajoutée. On l'a vu dans les données de l'OECD une autre fois. Et il y a des changements sociologiques et démographiques partout dans le monde. On a évoqué le tourisme sanitaire, un autre secteur où il est possible d'attirer des investissements. Il est clair que le district industriel, comment il s'est développé en Italie, ce n'est pas un modèle qui peut être employé en Tunisie comme il est. On doit le changer, l'adapter, et on doit aussi considérer que d'un point de vue stratégique, il faut avoir un portefeuille d'investissement étranger. On ne peut pas cibler seulement sur des secteurs où il y a des avantages comparatifs en termes de coûts. Le coût de travail en Tunisie a des avantages comparatifs vis-à-vis de l'Europe, avec une force de travail qui est très intéressante. Il est un force de travail qui a un certain degré d'éducation, qui est flexible, qui parle 2-3 langues, donc qui peuvent être insérés dans des usines internationales. Mais il faut gérer un portefeuille d'investissement où aussi les activités à moyenne ou haute technologie font partie du portefeuille. Et là, il y a la raison car en Tunisie, mais partout dans le monde, on a vu la création de quelques éléments de changement. On appelle technopole, on appelle cluster, on appelle réseau valeur, on a des différents modes d'appeler. Car ces genres d'activités sont importants pour l'attraction d'investissement. Ils peuvent être le pont entre la tradition de l'industrie et les nouvelles technologies. Et ils peuvent être le point d'arrivée des entreprises étrangères qui vont chercher des éléments de différenciation sur les produits. Donc, ils ne veulent pas seulement chercher le coût de travail, il est important, les coûts sont toujours importants, mais ils vont chercher quelque chose qui va accroître la compétitivité en général de l'entreprise qui fait l'investissement. Et c'est là la raison par laquelle il faut penser que la Tunisie a des atouts pas seulement pour le niveau coût ou pour le niveau sécurité. La Tunisie a des atouts car d'un point de vue culturel, il a des liens historiques qui vont baisser le degré de risque avec les entreprises européennes, avec l'Europe, avec les pays qui sont plus anciens d'un point de vue de développement industriel. Au contraire, la Tunisie a un deuxième atout qui est très intéressant et un point d'entrée pour l'Afrique et pour les pays arabes, pour les entreprises. Et là, il y a un potentiel qui n'a pas encore été considéré par les entreprises. Et il y a un potentiel qui, en perspective stratégique, peut être l'élément de décision et de changement. En effet, il y a des marchés qui ne sont pas encore touchés. Enfin, je travaille en Tunisie depuis le 2007-2008, surtout sur les secteurs innovants.
J'avais commencé à travailler avec un centre de recherche à Sfax, le CBS. J'ai travaillé avec 4 technopoles, 5 technopoles en réalité. J'ai travaillé avec des universités. Ce que j'ai appris, c'est qu'il y a un engagement des différents éléments de la société qui est très fort. Il y a des avantages qui sont des avantages économiques, mais aussi des avantages culturels. Il y a un avantage géographique qu'on doit considérer et il y a aussi un avantage dans le sens qu'il y a une vision de développement. Il faut construire sur ces avantages. On doit changer les rues, on doit rendre la situation en Tunisie plus intéressante d'un point de vue de loi, de financement, mais on doit aussi renforcer tous les atouts qui ne sont pas économiques ou juridiques pour l'investissement. Autrefois, il y a un risque, et je vais retourner au début de mon intervention. Le risque est que le jour qu'il y a une place où les investissements sont mieux traités, les investissements bougent. On doit créer des racines qui vont fidéliser l'investisseur au-delà des facteurs coûts ou des facteurs loi. Quelles sont ces racines, justement? Sûrement, il y a une racine culturelle. On avait dit au téléphone que la Tunisie pouvait être le pays de l'Europe plus à sud ou le pays de l'Afrique plus à nord. On dit la même chose pour l'Italie. On dit de l'Italie que c'est le pays le plus à sud d'Europe ou le pays de l'Afrique plus à nord. En effet, Italie et Tunisie vont partager cette situation. Ils sont un pont. La première fois que j'ai visité la Tunisie, c'était plus de 15 ans. Il y a plus de 15 ans, j'avais rencontré un vieux pêcheur. J'étais voisin Hammamet. Et il m'avait dit qu'il était habitué, quand il était jeune, il était enfant, à rencontrer les pêcheurs siciliens à la moitié de mer. Et ils se parlaient, ils se considéraient partie de même communauté, qui c'était la communauté des pêcheurs. Mais là, il y a l'atout de la Tunisie. C'est le seul pays dans le nord de l'Afrique qui a ce genre de lien culturel qui vient vraiment de passer. Et il est un avantage, il est un atout qu'on doit employer, sans oublier que c'est aussi un pays arabe, un pays islamique. Ils sont des valeurs qui sont très importantes et qui doivent aussi être considérées. Mais si on est capable à faire le puzzle, à mettre ensemble tous ces différents éléments, la Tunisie peut être très attractive pour les investisseurs étrangers et pas seulement pour les investisseurs dans le secteur plus traditionnel. Et là, il y a la suggestion de considérer un portefeuille d'attraction investissement qui est un petit peu plus large, qui va considérer aussi le côté services innovants, qui va considérer le côté haute technologie, car là, on ira jouer pas le futur Proximus, mais le futur long terme de la bassinée de la Méditerranée. Merci beaucoup. En tout cas, ça nous fait rêver et ça nous donne un positionnement clair. Vous avez parlé justement dans votre intervention de ces échanges que fait la Tunisie dans sa région, dans sa sous-région. Et Madame Heshim Naas, qui est directrice du bureau Afrique du Nord, Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, va nous parler un peu de cette étude que les Nations Unies ou le CEA a fait sur ce rôle que joue la Tunisie dans sa sous-région. Merci Wissem. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour à tout le monde. Avant de commencer, je voudrais juste dire que c'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour représenter la Commission économique pour l'Afrique. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent ici faisant partie du Centre du commerce international et donc je dois vous avouer que je viens juste de rejoindre la Commission économique pour l'Afrique au début du mois d'octobre. Donc ça fait à peine un mois et je suis déjà là pour représenter cette organisation. En effet, Wissem, nous, en tant que Commission économique pour l'Afrique, et moi personnellement,
en dirigeant le bureau Afrique du Nord, on s'intéresse au développement au niveau sous-régional, parce qu'on croit que l'intégration régionale, elle aide à l'amélioration des relations économiques entre les pays et elle peut contribuer à la transformation structurelle au niveau de l'espace régional. Bien que par rapport à l'Afrique du Nord, en fait, je vais spécifiquement parler de l'Afrique du Nord, bien qu'on décrit l'espace Afrique du Nord comme une économie, une zone économique naturelle, donc avec une continuité au niveau géographique, avec une population avec un revenu moyen à peu près de 5 000 $, une population de 230 millions d'habitants, une infrastructure appréciable, le commerce intra-Afrique du Nord reste bien en deçà de son potentiel. Il atteint à peine 5% des échanges entre les pays de l'Afrique du Nord. Mais ce qu'on a constaté dans notre analyse, c'est que la Tunisie est le pays le plus performant en fait, au niveau de l'Afrique du Nord, parce que l'échange intra-régional atteint à peu près 10% des échanges de la Tunisie. Et en fait, la CEA a développé un indice africain d'intégration régionale, un nouvel indice africain d'intégration régionale. Et selon le profil régional qui a été fait, on constate que la Tunisie est la plus performante en termes d'intégration régionale. Elle atteint un indice de 97%. Elle est suivie par le Maroc avec 80%. Pardon, c'est pas 97%, c'est un indice de 0,97%. Elle est suivie par le Maroc avec un indice de 0,80, la Libye de 0,75 et l'Algérie de 0,64. Cette performance, elle se traduit aussi bien en termes d'importation intra-régionale de biens, qui représente 3,5% du PIB de la Tunisie, que des exportations intra-régionales de biens. En allant un peu plus loin et en analysant cette performance, on se rend compte qu'avec le tissu productif qui existe dans la région Afrique du Nord, il y a plusieurs secteurs qui sont porteurs d'un potentiel important pour le développement de ces chaînes de valeur au niveau régional et qui permettraient, comme vous l'avez dit, Fabrizio, d'exploiter des atouts qui sont uniques à la Tunisie, de par sa position géographique, de par sa proximité vers l'Europe, mais aussi vers l'Afrique. Parmi les secteurs que nous avons identifiés, il y a le textile et habillement, on a déjà parlé, l'industrie automobile, industrie électrique et électronique, l'approvisionnement énergétique, les énergies renouvelables, le développement des services de TIC, ainsi que le développement d'industries agroalimentaires. Donc, pour pouvoir exploiter justement ce potentiel et ces atouts, nous pensons au niveau de la CEA qu'il faudrait que la Tunisie regarde la possibilité de favoriser la mise en place de plateformes industrielles et logistiques régionales qui pourraient encourager cette intégration et encourager la coproduction. La coproduction de biens pour obtenir une plus grande valeur ajoutée. Je vais vous donner un exemple, par exemple, dans le secteur automobile, qui est tiré principalement par l'assemblage et le câblage. Il prête à une meilleure coopération entre la Tunisie, le Maroc et l'Égypte pour tirer profit, par exemple, des accords d'Agadir et arriver à une plus grande valeur ajoutée locale qui nous donne un meilleur accès au marché européen. Et nous pensons que les pays de la région ne sont pas suffisamment en train d'exploiter ces accords commerciaux et ces avantages qui leur donnent un accès qui est favorable par rapport à d'autres pays d'autres régions, en fait, hein, pas de la sous-région. De la coopération sud-sud. Voilà, c'est de la coopération sud-sud au niveau de l'Afrique du Nord en elle-même. Mais il y a deux facteurs essentiels pour qu'on arrive à créer ces plateformes régionales d'intégration. Un, c'est de regarder au niveau des investissements comment on peut encourager l'investissement au niveau de la sous-région. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'investissements qui vont vers les pays d'Afrique subsaharienne, qui vont vers d'autres régions faits par nos propres pays en Afrique du Nord. Mais il y a très peu d'investissements intra-régionaux qui vont d'un pays à l'autre en Afrique du Nord. Et donc peut-être regarder dans le cadre institutionnel et dans le cadre réglementaire comment encourager plus ce genre d'investissement, parce que les retombées en termes d'ouverture, les retombées en termes d'opportunités vont être positives aussi bien pour la Tunisie que pour les autres pays de la sous-région. Et ça nous donne accès à un marché qui est beaucoup plus grand que le marché local.
Et c'est un marché qui est facile d'accès, parce que c'est un marché régional, il est juste à proximité. Les coûts seront moindres pour accéder à ce marché. L'autre aspect et l'autre atout auquel il faut prêter attention, c'est aussi de lever les obstacles au commerce entre les pays. Nous parlions tout à l'heure de certaines mesures ad hoc qui sont prises par certains pays pour arrêter les importations ou pour arrêter les exportations. C'est une perspective à très court terme. À plus long terme, si on garde nos frontières ouvertes, si on favorise cette intégration régionale, ça ne peut que être bénéfique pour tous les pays de la région. Si on regarde le marché comme un marché de 230 millions d'habitants, au lieu de le regarder comme un marché de 11 millions d'habitants, c'est évident qu'on a beaucoup à gagner en fait à être beaucoup plus intégré et à amener cette transformation structurelle. Et on sait combien, quelle priorité est donnée à la création d'emplois et la création d'opportunités pour les jeunes dans notre région. Donc juste pour finir, je voudrais dire que cette coopération sectorielle, un autre avantage de notre région, c'est qu'elle peut bénéficier de l'expérience du secteur financier, le secteur banquier notamment, au niveau régional, pour fluidifier les flux et faciliter les échanges. On a plusieurs institutions financières qui existent dans plusieurs pays de la région, et c'est un élément important pour faciliter le flux commerciaux. On sait, par exemple, que par rapport à d'autres régions, c'est très difficile d'avoir des garanties de paiement ou des assurances contre des risques particuliers commerciaux, alors que ces instruments existent déjà dans notre région. Donc c'est un atout supplémentaire pour promouvoir et aider à favoriser ce commerce intra-régional. Juste un dernier mot par rapport au travail de la CEA, parce que je voudrais quand même dire quelque chose par rapport à la Commission économique pour l'Afrique. Ce que je viens de dire est basé sur une étude assez générale et globale sur les chaînes de valeur en Afrique du Nord, mais en fait on continue ce travail et on va aller un peu plus en détail en regardant des cartographies sectorielles, et donc cela va nous permettre de sortir un diagnostic des principaux obstacles, mais surtout de développer un plan d'action régional qui pourrait être adopté par les différents pays et qui serait actionnable, facile à mettre en œuvre. Et dans ce cadre, on est en train de considérer 12 secteurs. Ce que je viens de citer tout à l'heure, plus le tourisme, le secteur bancaire, l'aéronautique et les industries pharmaceutiques et l'agroalimentaire, les huiles essentielles. Cette étude, elle sera finalisée en 2017 et j'espère qu'on aura l'occasion de venir la présenter et de pouvoir convaincre les institutions pour adopter justement ces plans d'action et aider à les mettre en œuvre pour favoriser ce développement au niveau régional. Merci beaucoup. Je vous remercie. Madame Sarah Masmoudi, vous êtes directrice générale d'une entreprise qui travaille sur un secteur à haute valeur ajoutée, le secteur pharmaceutique, qui a des liens avec l'Europe, qui travaille en Tunisie, qui se projette vers l'Afrique. Donc vous êtes un cas vivant d'investisseurs, en tout cas, qui travaillent dans cette intégration dans les chaînes de valeur mondiales, dans les secteurs à haute valeur ajoutée. Quelle est aujourd'hui votre expérience de ces quelques années, enfin beaucoup d'années en tout cas, de direction générale de Teriac? Je vous remercie. Alors, je ne sais pas si je suis aujourd'hui ici pour parler de l'industrie pharmaceutique ou si c'est parce que je suis une personne positive. Je suis une optimiste, mais pas béate, vraiment réaliste. Donc je veux vraiment parler de quelque chose qui réussit et qui est le secteur de l'industrie pharmaceutique en général. Donc parlons de Teriac. Teriac est une entreprise à capitaux privés tunisien et qui fait partie d'un groupe qui est spécialisé dans la santé, qui est le groupe Kilani. Nos modèles d'exportation et d'investissement. Donc, en ce qui concerne nos modèles de fonctionnement, aujourd'hui, nous avons 2 sites en Tunisie, donc sur 2 gouvernorats, dont l'un est en zone dite défavorisée ou en développement. Nous avons aussi une usine à Douala, au Cameroun, donc suite à l'acquisition de la société Sinpharm en 2015. Nous fabriquons donc nos génériques que nous vendons en Tunisie et que nous exportons principalement en Libye et en Afrique subsaharienne. Nous avons aussi une fabrication pour le compte d'un laboratoire suisse, pour lequel nous fabriquons les produits qui les distribuent à son tour de nouveau sur ces marchés d'Afrique et du Moyen-Orient.
Nous fabriquons sous licence pour pas mal de partenaires européens notamment, et avec certains d'entre eux, nous avons même des accords de réexportation. C'est le cas de Novartis, d'Abbott et d'Ipsen. Nous avons aussi mis en place une forme d'activité ou d'export triangulaire avec notre entité Sinpharm au Cameroun. Donc nous avons développé un process d'exportation de produits semi-finis, de médicaments en semi-finis vers le Cameroun qui vont être finis localement. Nous avons aussi développé de l'export connexe avec, pour nos fournisseurs en Tunisie qui exportent donc des étuis encore vers le Cameroun. Et puis nous avons entrepris d'enregistrer les médicaments pour lesquels nous avions des AMM au Cameroun, cette fois par exemple en Côte d'Ivoire. Donc nous essayons de trouver les plus belles opportunités à chaque fois. Je pense que le secteur de l'industrie pharmaceutique va connaître un énorme boom dans les années à venir parce que les atouts sont indéniables. Wissem, vous aviez parlé tout à l'heure donc de la dévaluation du dinar. Je le constate, c'est une réelle opportunité pour nous pour améliorer nos marges à l'export, et cela nous a poussé, en tant qu'opérateurs, à aller chercher de meilleurs prix de matières premières, ce qui est assez possible et assez facile quand on parle de matières premières pharmaceutiques, puisque ce marché est très dynamique à l'international, à chaque fois qu'on augmente les quantités, mais pas uniquement. Il y a aussi une fiscalité favorable pour l'industrie pharmaceutique et une fiscalité, on le sait tous, très favorable à l'exportation. Et il semble que la loi de finances qui est décriée donne encore un tout petit peu plus d'avantages pour l'exportation. On verra ce qu'il va en ressortir en temps voulu, mais pour l'instant, c'est ce qui est annoncé. Évidemment, les coûts de fabrication, oui. En tout cas, en tant que fabricant, on a des points très positifs. Voilà. Les coûts de fabrication, donc évidemment, c'est de facto et de façon mécanique quelque chose qui met la Tunisie dans une position très favorable, notamment au niveau du bassin méditerranéen. Il y a aussi un point qui est très important dans notre secteur, c'est que je pense que nous n'avons pas eu une locomotive du secteur public pour développer l'exportation de médicaments. Je pense que cette initiative privée, elle est très importante et on l'a vu se déployer à partir des années 2012-2013 de façon très active vers l'Afrique subsaharienne notamment et vers la Libye, puisque la Libye considère que les AMM obtenus en Tunisie sont automatiquement obtenus en Libye. Et donc aujourd'hui, en 2017, on voit qu'il y a cette prise de conscience effective et réelle du secteur public pour le développement des exportations. Et donc aujourd'hui, nous, on arrive au bon moment avec notamment les ouvertures de lignes aériennes vers l'Afrique subsaharienne. On en a 2-3 par an depuis ces 2-3 dernières années, ce qui est très positif. Autre point très important, c'est la réforme du secteur de l'industrie pharmaceutique. Et je suis très heureuse que Jade en ait parlé parce que c'est une initiative qui est puissante. Elle a été très puissante. Elle a survécu à 3 ou 4 gouvernements. Et aujourd'hui, très concrètement, nous avons un premier acquis qui est la réduction drastique des délais d'obtention d'AMM. Nous en étions arrivés à 3-4 années. Aujourd'hui, on arrive à avoir des dossiers qui sont évalués en moins de 12 mois. Et ceci, comme vous le savez, est important puisque l'AMM, c'est le sésame pour la commercialisation et pour l'exportation. Donc plus vite on a des AMM, plus vite on va exporter. Les autorisations de mise sur le marché. Voilà. Et par ailleurs, les textes aussi évoluent assez favorablement puisqu'on sait qu'il y a en préparation et même en phase finale de nouvelles directives pour abolir toute limite pour ce qui est de la sous-traitance entre acteurs tunisiens. Il y a également des textes qui vont apporter de la souplesse selon certaines formes d'exportation qui étaient jusque-là difficiles quand je parle de médicaments. Il y a aussi autre chose qui est très important pour nous, c'est la création du cluster de l'industrie pharmaceutique et qui, cette fois, va rassembler le secteur privé et les institutions. Donc c'est une initiative aujourd'hui de 6 industriels pharmaceutiques tunisiens. Nous avons avec nous la Technopole Sidi Tebet, dont le président est votre ami, vous m'aviez dit ça, Fabrizio, l'Institut Pasteur, la faculté de pharmacie de Tunisie, enfin de Monastir, donc en Tunisie,
l'INRAP ainsi que d'autres institutions. Nous l'avons baptisé PharmaIN et je vais avoir le privilège de le présider. Et ceci arrive dans un contexte où tous les projets collaboratifs sont très encouragés en Tunisie. Et il y a beaucoup d'écoute au niveau des autorités, donc on l'a noté lorsque nous l'avions annoncé donc le 29 septembre dernier en présence de Monsieur le ministre d'ailleurs. Et en ce qui nous concerne à Teriac, nous avons déjà commencé un projet très important et très intéressant. Donc je ne pense pas que je dévoile un secret, mais cela me plairait que cette initiative arrive à terme. Donc nous sommes sur un projet de recherche avec l'Institut Pasteur et avec la Technopole de Sidi Thebet pour le développement d'un projet en biotechnologie. Et je pense que ce type de développement va faire florès en Tunisie dans les années à venir, parce que même si nos coûts de fabrication vont être favorables, ceux de la recherche vont l'être encore plus. Vont l'être encore plus d'abord parce que, d'une manière générale, évidemment, le contexte s'y prête, il y a des cadres réglementaires qui se sont mis en place, mais aujourd'hui, nous avons des compétences qui sont là et on n'est même plus à démontrer ces compétences. Donc ceci fait partie de l'acquis, donc c'est à nous de capitaliser là-dessus. Il y a d'autres possibilités aussi de développer l'activité autour du pharmaceutique en Tunisie, et là, réellement, pour cela, on aura besoin de faire la mise au point nécessaire sur la logistique et sur certains textes réglementaires avec nos autorités de tutelle. Je voudrais parler là des plateformes de distribution. Les plateformes de distribution qui sont un modèle extrêmement réussi en France et certaines plateformes de distribution sont aujourd'hui devenues des entreprises japonaises. Donc elles s'installent en France et puis elles ont des filiales en Afrique subsaharienne. Moi, je pense que la Tunisie a tout intérêt à développer ce type de plateforme à condition de mettre la réglementation qu'il faut. Enfin, je voudrais parler de l'investissement. Alors, dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, après 2011, on est passé de 25 unités de fabrication de médicaments à 35. Donc je ne pense pas que ceci reflète une ambiance morose dans le cadre de l'investissement. Donc les opérateurs locaux ont également, ceux qui existaient déjà, ont continué d'investir, ont continué à faire des extensions, à fabriquer de nouvelles formes galéniques. Il y a eu ce type d'investissement à l'étranger. Donc nous avons commencé au Cameroun en 2015. Un autre opérateur a également investi et a acheté une usine au Sénégal. Mais au-delà de cela, cela fait bien longtemps que des entreprises multinationales comme Sanofi ou Pfizer ou Pierre Fabre ont choisi de s'installer en Tunisie, soit en propre ou en s'associant à l'État, pour ce qui est de cette première expérience. Ensuite est venu Recordati et Hekma également, qui ont carrément acheté des entreprises en Tunisie. Et puis finalement, entre cette année et l'année dernière, nous avons vu deux acteurs majeurs de l'industrie pharmaceutique tunisienne, qui sont Medis et Unimed. Ils ont ouvert leur capital à des investisseurs, à des fonds d'investissement étrangers. Donc je pense que ceci décrit une dynamique extrêmement vivante et forte en faveur d'un fort développement de l'industrie pharmaceutique en Tunisie. Et c'est pour ça que je pense que le meilleur est à venir. Voilà. Merci beaucoup. À nouveau, je souhaite la bienvenue à votre Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie et des PME, Ahmed El Hamemi. Initialement, il était prévu que vous ouvriez cette conférence, mais vous allez avoir le plaisir de clôturer les débats après avoir entendu les différentes interventions assez intéressantes et assez concrètes des différents intervenants. Que fait l'État aujourd'hui depuis la Révolution pour améliorer l'intégration de la Tunisie dans les chaînes de valeur? On sait qu'il y a énormément de rotation dans les ministères. Comment, en fait, depuis la Révolution, quelles sont les nouvelles briques qui ont été ajoutées à l'économie tunisienne afin de mieux l'intégrer dans les chaînes de valeur internationales? Et qu'est-ce qui fait de la Tunisie également un endroit unique où il faut investir? Merci Wissam. Donc effectivement c'est un plaisir. Oui, c'est celui-là. On vous entend, hein, Monsieur le ministre. Bon, peut-être... c'est bon. Pour la Tunisie, l'avantage
primordial, c'est son positionnement géostratégique. Et ça, c'est un facteur depuis l'existence de ce pays. On a une position au centre de la Méditerranée. On est à mi-chemin entre le sud et le nord. On est au portail de l'Afrique et c'était toujours un pays open. On a donc cette dimension arabe, cette dimension islamique. Au sud de la Méditerranée qui était toujours pour la Tunisie un lien et non une séparation. Et qu'aujourd'hui, peut-être, il faut décaler la Méditerranée au Sahara occidental. C'est un intérêt commun, win-win, entre l'Europe et la Tunisie. Ça primo. Secondo, vous avez utilisé cet événement historique de la Révolution. Pour la Révolution, c'était une rupture en matière politique. Mais ça n'a pas été et ça ne devra pas être sur le plan économique et de développement et d'investissement. Et d'ailleurs, actuellement, pour ce gouvernement, comme pour... oui, c'était quand même un effort au niveau de tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 2011. Une réflexion dans la continuité, en particulier à partir de 2016, puisqu'actuellement on a un plan quinquennal. Un plan quinquennal et les orientations d'investissement, le raisonnement pour les secteurs porteurs, les réflexions pour même les secteurs sinistrés, qui sont tous... étaient à l'origine des secteurs de l'économie de base de la Tunisie depuis l'indépendance, que ce soit pour les textiles à habillement, pour les cuirs et chaussures, pour tout ce qui est mécanique. Ce sont des secteurs encore, même aujourd'hui, des secteurs auxquels il y a des opportunités, étant des secteurs de création de la richesse et de valeur ajoutée et de création d'emplois. Les secteurs nouveaux d'aujourd'hui, en particulier le secteur automobile, l'aéronautique et l'industrie pharmaceutique, actuellement, ils bénéficient d'un intérêt de haut niveau pour nos choix et nos planifications. Les réflexions s'étalent aussi pour les secteurs d'avenir et c'est ainsi que tout ce qui est offshoring, tout ce qui est freelance, tout ce qui est positionnement de la digitalisation de la Tunisie dans les priorités du gouvernement, avoir la priorité des priorités, l'investissement, l'export, l'innovation. Donc la révolution 2011 n'a pas été et ne doit pas être une rupture en la matière, puisque nos points forts, ce sont l'union avec le Maghreb, la convention Agadir, c'est-à-dire le partenariat avec l'Europe. Ceci, c'est avant la Révolution. Après la Révolution, aujourd'hui, c'est le COMESA, le CEDEAO, et donc c'est ça la continuité. Et l'orientation Afrique, c'était... lors des premières années après la Révolution, c'était politique, avec l'intelligence et l'approche prospective du leader Bourguiba. Maintenant, c'est économique. C'est économique dans la dernière décennie. C'était l'export pour l'Afrique. Aujourd'hui, c'est l'investissement à l'Afrique. Et c'est le TIF, je salue M. Jaloul Ayed, président, qui était toujours dynamique en Afrique, qui avait toujours cette approche prospective, et qu'aujourd'hui, à la 6e édition de TIF, nous nous trouvons dans une démarche et dans une dynamique en synergie, en cohérence absolue avec Tunisia 2020, et c'est la continuité. Donc, que ce soit pour ce gouvernement
pour les gouvernements à venir, la Tunisie sera toujours open. La Tunisie sera toujours fidèle à ses partenaires, à ses amis, aux bailleurs de fonds qui étaient toujours là et qui seront toujours ici. C'est très important de signaler cette approche des pays de l'Afrique du Nord selon la classification du BAD. C'est très important de signaler les aspects culturels au niveau de la Méditerranée. Nous avons nos points forts, nous avons nos succès, c'est notre capital humain. Il faut pérenniser, continuer et capitaliser tout cela. Et personnellement, je suis comme Madame Masmoudi optimiste, comme plusieurs Tunisiens, je suis optimiste. Nous sommes fiers de notre histoire. Nous sommes fiers de ce que nous sommes en train de faire dans le cadre des sociétés libres, dans le cadre d'un régime républicain et dans le cadre d'une démocratie. On ne va pas céder contre le terrorisme, on ne va pas céder contre la corruption, on ne va pas céder contre la pauvreté, on ne va pas céder contre l'ignorance, on va continuer et l'avenir sera meilleur pour la Tunisie et pour toute la région. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Donc avant de prendre 3 à 5 questions, parce qu'on me signale qu'on doit finir d'ici une dizaine de minutes, donc je ne sais pas s'il y a des gens qui prennent des questions, je vais juste résumer ce que j'ai compris de vos interventions. Donc Madame Joumar, vous nous dites que la Tunisie est comparable à des pays de l'OCDE en termes d'intégration dans les chaînes de valeur, qu'on a des produits de plus en plus sophistiqués, et ceci nous donne un potentiel important de croissance à l'avenir, et qu'en termes de transition, on est juste au bon moment pour faire la remontée dans la courbe en J. Donc c'est de très bonnes nouvelles, on va dire que c'est de l'optimisme pragmatique puisqu'il est appuyé par des études plus spécifiques. La Banque mondiale nous dit qu'il y a 350 millions de dollars qui vont être investis dans les 5 prochaines années sur des sujets transversaux qui nous intègrent dans les chaînes de valeur et qu'il y a plusieurs secteurs sur lesquels des démarches très sérieuses ont été faites entre secteurs public et secteur privé. Madame Masmoud, il nous a confirmé que ces démarches-là dans le secteur pharmaceutique ont résisté à plusieurs changements de gouvernement. Donc malgré l'instabilité au niveau de l'exécutif, il y a quand même des choses qui arrivent à changer. Et aujourd'hui, dans ce secteur-là, on est arrivé à réduire les délais des autorisations de mise sur le marché. On est arrivé à soutenir les exportations. Il va y avoir la création de l'agence pour le médicament. Donc il y a un certain nombre de choses qui se font malgré cette situation politique. Monsieur Fabrizio nous a dit en fait que le monde bougeait énormément et que la Tunisie, au vu de tous ces changements qui existent dans le monde, devrait développer en tout cas son terreau à elle, et indépendamment en tout cas d'attirer des investisseurs juste pour les coûts qui peuvent en tout cas changer du jour au lendemain puisqu'ils trouveront des conditions plus favorables ailleurs. Et puis il nous a donné en tout cas une piste de positionnement en fait de ce pays qui est le premier pays au sud de l'Europe ou peut-être le premier pays au nord de l'Afrique. Et je pense que c'est vraiment en tout cas la position géopolitique ou géostratégique dont a parlé Siaïmed Hamemi qui appuie en tout cas cette continuité économique malgré les changements politiques et cette continuité économique dans le développement des différents secteurs en Tunisie. Madame Lilia nous a parlé aussi de l'importance de ce développement horizontal et la Tunisie est première en respect de ses engagements sur les ouvertures au niveau en tout cas de ses pays voisins. Donc voilà, on va prendre 3 à 5 questions si c'est possible. Donc s'il vous plaît, pour des contraintes de temps, vous vous présentez et vous posez la question à quelle personne? Monsieur est ici. Allez-y. Donc 1, 2, 3... Voilà, 5, c'est bon. De l'autre côté, il n'y a personne? Allez-y. Et s'il vous plaît, soyez bref et précis. J'ai une petite question bref. Je m'appelle Khaled Ahrez, je suis le président de l'Observatoire de la place financière et de l'Association tunisienne pour la défense des actionnaires minoritaires, donc qui représente à peu près 40% de la masse monétaire qui est à la bourse. Donc on est en contact permanent avec les investisseurs.
Donc j'ai une question peut-être à poser à Madame Lila. Vous savez, on est sur la place là depuis plus de 35 ans. Vous avez présenté un projet, une vision extraordinaire. On a rêvé pendant 30 ans sur votre vision. Vous ne pensez pas que ces obstacles politiques là qui font défaut, hein, est-ce que vous avez œuvré, vous, en tant que responsable d'Afrique du Nord, pour un peu, disons, casser ces obstacles? Vous savez très bien que la Tunisie a un grand obstacle, c'est la fermeture de la frontière donc algéro-marocaine. Vous savez très bien que nous dépensons énormément d'argent pour le transport. On aurait pu transporter nos marchandises via cette frontière. Donc cet échange, est-ce que vous avez une vision future sur cela? Merci beaucoup. On prend une deuxième question, merci beaucoup. Allez-y, monsieur. On va... Merci. Habib Gharbi, GITAS Engineering. J'ai une question à Madame Isabelle. Okay. Bon, malheureusement, en Tunisie, il y a deux grands obstacles. Okay. Le secteur étatique qui pèse lourd et, pour être franc, les syndicats ouvriers. D'après votre expérience pour des pays comme le nôtre, okay, la Pologne, etc., okay, comment ces pays-là, on peut réussir le pari de développement et d'intégration internationale, okay, alors qu'ils ont les mêmes problèmes dans leur pays? Et merci. Merci beaucoup. On prend une troisième question, on a dit. Donc bon, allez, on va prendre 6. Allez-y, monsieur. Après, on prend les deux personnes là-bas. Je vois que le côté droit, en fait, ne fonctionne pas aujourd'hui. C'est le cerveau gauche qui fonctionne, ça va. À ma gauche. Bonjour, je m'appelle Abdeslam Dahmouni, je suis expert en aéronautique et je m'intéresse beaucoup à l'énergie propre. Je trouve que M. Fabricio a annoncé quelque chose dont il n'a pas complété. Et il s'agissait des nouvelles technologies. Les nouvelles technologies aux États-Unis, ça se monnaie. On appelle ça l'asset management. Dès qu'il y a une nouvelle technologie, il y a une société qui se construit, 20% pour les actionnaires et 80% l'État décide à ce que les banques participent. Je vous remercie. C'est quoi votre question? Ma question, à quand le gouvernement tunisien puisse prendre la décision de croire à la technologie qui sera enregistrée aux États-Unis et dans le monde entier? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour un Tunisien? Rien d'autre que son gouvernement accepte de payer les 80%, comme ça se passe aux États-Unis. Et sachez que à chaque fois qu'il y a innovation, il y a création d'emplois. Et ce sont les innovations qui créent les emplois. Aux États-Unis, 38% des jobs sont créés par les innovations. Et je vous remercie. Donc, merci beaucoup. Donc j'imagine que vous l'adressez à Monsieur le Ministre. Okay. Personne à droite, toujours? Oui, السلامة التدبر في تونس نتكلم بالعربي كانت صفة. توجه بالشكر لكل الأخوة الحاضرين والسادة اللي جاونا في مخصص المنتدى هذا. أقدم نفسي محجوب عمار رئيس مدير عام شركة خاصة. توجه بالسؤال بصفة خاصة للسيد وزير الصناعة سي عماد الهمامي. نرى سي عماد خممتوش في المؤسسات الصغرى والمتوسطة شنو اللي حضرتوا لهم على خاطر ماشيين اون ديفيكولتي كبيرة برشا وما عادش نجموا يقاوموا. خممتوش في البنوك باش نعاون هالمؤسسات بشوية. خممتوش في السينسيس باش تنقص شوية ضغط. خممتوش في الجبال باش نقص شوية ضغط على المؤسسات الصغرى والمتوسطة. الكبار لاباس مازال باش يدين روحهم، أما بالنسبة للمؤسسات الصغار نشوف فيهم ونلاحظ فيهم وأنا واحد منهم باش نمشي ضحية في الملف هذا. وشكرا. شكرا ليك. Donc c'est une question sur qu'est-ce qui est prévu pour les petites et très petites et moyennes entreprises, c'est ça? Ok, je pense que si Ahmed va nous répondre là-dessus, Qanoun Malé, allez-y. Donc une dernière question, ensuite on prend les réponses et je vais vous libérer. C'est une question pour Madame Mousmadi. Je m'appelle François Couture, je suis du Canada. On est présentement ici en démarchage d'investissement. On voit la Tunisie en tant effectivement d'un hub. On aimerait évidemment trouver des partenaires dans le secteur biopharmaceutique.
et pouvoir déployer une technologie innovante qu'on a mis. Au Canada, on a mis sur pied les superclusters dans 5 secteurs ou 5 filières industrielles. Le monde du pharmaceutique qui fait partie. Je voulais savoir de votre part si vous pensez que c'est possible aujourd'hui en Tunisie, dans votre pôle de compétitivité, de faire des collaborations à l'international aussi entre les clusters ici et les clusters, par exemple, au Canada. Merci beaucoup. Je vais donner la parole arbitrairement à Madame Joumar parce qu'elle doit partir, elle a un avion, pour répondre à la question qui lui a été adressée. Comment réussir malgré les obstacles administratifs et syndicaux? Ce que je comprends, c'est que vous parlez d'une économie en fait dominée par une classe de insiders, hein, les entreprises publiques en place et aussi des gens qui sont syndiqués, qui sont protégés par des syndicats. Alors déjà, je me permets de dire que je suis française, donc je connais aussi ce problème. Je suis aussi une spécialiste de l'Inde, donc on retrouve cette problématique dans plusieurs pays. Je pense qu'il faut l'aborder vraiment aussi en termes... en fait, souvent, ces entreprises et les gens qui sont couverts par les syndicats sont des gens qui sont protégés. Et l'objectif, souvent, dans la pensée collective, c'est que c'est une protection contre les inégalités. Tous les travaux qu'on fait à l'OCDE montrent souvent qu'en fait, ce genre de protection renforce les inégalités entre les gens qui sont protégés et les gens qui ne le sont pas. Si on prend la situation sur le marché du travail, souvent on voit que des règles qui peuvent être très strictes finalement conduisent à une segmentation du marché du travail avec de profondes inégalités entre des gens qui sont couverts par exemple par des contrats à durée indéterminée, d'autres qui sont couverts par des contrats à durée déterminée beaucoup plus flexibles, des gens qui ne sont pas couverts du tout parce qu'ils sont dans le secteur informel et des gens qui ne sont pas sur le marché du travail parce qu'ils sont au chômage. Donc je pense que je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience collective finalement des règles qui sont des règles qu'on a héritées du passé, qui sont là pour protéger des intérêts, mais finalement qui souvent se traduisent par une aggravation des inégalités. Donc je pense que c'est vraiment une prise de conscience collective, une meilleure compréhension entre tous les acteurs qui est importante pour redéfinir les institutions qui seraient les plus légitimes pour tous, j'ai envie de dire. Madame Lilia, ça fait à peine un mois que vous êtes donc au bureau d'Afrique du Nord et la question qui est adressée, qu'est-ce qui a été fait sur les 20-30 dernières années pour, au niveau politique, enlever les obstacles? Ou peut-être quelles sont les perspectives, puisque vous venez d'arriver? Oui, merci beaucoup. Merci pour la question qui effectivement dure depuis très longtemps et qui revient toujours sur les devants de la scène, j'allais dire. J'ai été confrontée à cette problématique spécifiquement le jour où je suis arrivée à la Commission économique pour l'Afrique. En tant qu'organisation des Nations Unies, je dois vous avouer qu'on essaie de minimiser les obstacles politiques, mais nous ne travaillons pas directement sur les questions politiques parce que nous sommes une commission économique et notre préoccupation, c'est le développement économique. Je vais mettre mon autre casquette que j'ai gardée depuis plusieurs années, qui est celle d'être staff du Centre du commerce international. Personnellement, je crois beaucoup à l'initiative privée pour réduire ce genre d'obstacles. Je pense que c'est le secteur privé qui devrait prendre l'initiative et qui devrait pousser pour réduire ces obstacles politiques. Ceci dit, il y a toujours des solutions. Et ce dont j'ai parlé, par exemple, c'est des ponts qui peuvent être construits entre certains pays, pas nécessairement les 5 pays. Ça peut être des ponts entre le Maroc et la Tunisie, ça peut être des ponts entre l'Algérie et la Tunisie, ça peut être la Libye et l'Algérie. Ça dépend des secteurs, ça dépend des opportunités, mais je pense qu'il faut prendre conscience que le développement au niveau de la sous-région est important pour chaque pays individuellement et pour la sous-région. Ça nous éviterait beaucoup de problèmes au niveau du développement social, ça nous éviterait beaucoup de problèmes au niveau des différences politiques, au niveau des jeunes qui sont en train de fuir notre région. Et ça peut être pris en morceaux. On n'a pas besoin d'une solution globale au niveau de la sous-région. On peut le faire par petits morceaux
Et chaque petit morceau va arriver à une solution politique plus globale au niveau de la sous-région. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on ne fait pas, personnellement, je pense qu'il n'y a pas assez d'efforts pour promouvoir cette économie sous-régionale. On regarde toujours ailleurs et on ne sait pas qu'à côté de nous, il y a un marché porteur. Je vais vous donner un exemple de mon emploi précédent. Nous avions, et nous avons toujours d'ailleurs en tant que CCI, un projet sur le textile. Et il y a une personne libyenne que j'ai rencontrée à Tunis qui m'a dit « La Libye importe des millions de dollars de vêtements de Dubaï qui seraient produits la porte à côté en Tunisie. » Et personne n'a exploité cette opportunité. C'est ce genre d'exemple et ce genre d'opportunité que moi, en tant qu'aujourd'hui Commission économique pour l'Afrique, je souhaiterais qu'on puisse voir ensemble et voir comment on peut les exploiter et comment on peut les utiliser et en créer des cas de succès en fait pour notre sous-région parce qu'elle est très riche en ressources humaines, en ressources naturelles, en capacités. Et je pense qu'on a tout à gagner à mieux les exploiter et à mieux les utiliser pour nous-mêmes déjà, avant d'aller d'ailleurs vers d'autres régions et d'aller vers l'Afrique subsaharienne, pour qui on peut servir de modèle en fait, hein, sur certaines de ces thématiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Masmoudi, quelles sont les possibilités de collaboration alors justement avec les clusters peut-être canadiens? Alors le microphone n'était pas fonctionnel, mais j'avais déjà répondu, j'ai dit c'est l'objectif. La création de structures comme celle-ci, c'est effectivement pour s'ouvrir à des projets collaboratifs, qu'ils soient Afrique-Canada ou alors Tunisie-Canada. D'ailleurs, je voudrais parler très brièvement donc d'une initiative en cours, puisque très rapidement, depuis qu'on a annoncé ce cluster Pharma Tunisie, donc Pharma In, nous sommes en train de travailler sur un cluster méditerranéen pour les biomédicaments. Donc ceci est une initiative en cours, on verra si nous arrivons à la clôturer. Voilà. Sortie de la conférence, vous allez échanger vos contacts avec notre ami canadien pour d'éventuelles collaborations. Donc si à y mettre, Monsieur le Ministre, deux questions qui vous sont adressées. Que fait le gouvernement pour l'innovation et pour les TPE et PME? Merci. L'innovation, oui, et bienvenue, et tous les encouragements, et c'est matérialisé au code d'investissement, c'est matérialisé à la loi de finances, c'est matérialisé aussi au niveau des structures, les sous-tutelles du ministère d'Industrie, aussi du ministère d'Enseignement supérieur, au niveau des lignes de crédit, au niveau des encouragements, au niveau des fonds qui sont mis à la disposition de l'innovation et même de l'investissement local, du lancement de projets, d'appui aux entreprises. Il y a toujours le facteur innovation qui apparaît même au titre de l'agence de promotion de l'industrie et de l'innovation. C'est toujours le critère d'innovation qui est un critère déterminant et un bonus. Et puis on est ouvert à toute autre proposition de mécanisme qui permettra de capitaliser et d'investir dans l'innovation. Pour les PME, ça devient aussi une définition du département. Depuis le 11 septembre 2017, c'est le ministère de l'Industrie et des PME. Et derrière, il y a un message et il y a aussi des politiques. Au niveau de la finance, tout lancement de nouveaux projets sera exonéré de l'impôt durant 3 ans. On a un fonds de 400 millions de dinars durant 3 ans pour l'appui et la relance des PME. On est conscient que les PME sont les moteurs de croissance, les générateurs d'emplois. On est conscient que c'est plus que 90% du tissu industriel et que la majorité sont actuellement sinistrés. Et on est engagé. Et cela, ce n'est pas une question de département, c'est une priorité du gouvernement. On est engagé à la restructuration, à l'appui, à l'accompagnement, au coaching, à la formation
à aider les PME à l'accès des marchés, à investir à l'étranger, à l'accès à la bourse. On a plusieurs mécanismes, l'amorçage, le pré-amorçage. On a tout un programme national qui va être annoncé dans les semaines à venir. Et puis, on sera toujours à l'écoute et on est toujours à votre disposition au ministère de l'Industrie et des PME. Merci beaucoup. Avant de finir, Monsieur le ministre va remettre des certificats de remerciement à nos chers hôtes, à nos chers invités qui sont venus de loin pour assister avec nous aujourd'hui. Donc, on vous remercie au nom de la Tunisie d'avoir fait le déplacement. Et puis Sizied va conduire en fait cette partie-là. Alors bonjour, je vais demander à Monsieur le ministre de donner ces certificats de reconnaissance. Donc ladies first pour Madame Salah. Madame Isabelle Jouma. Madame Liliane Haas. Monsieur Fabrizio Conicella. Monsieur Jad Salhab. Et même OISEM aura son certificat. Merci beaucoup. Je pense que la conférence touche à sa fin. Avant de vous inviter à vous joindre à la pause café, j'aimerais remercier tout le personnel de la FIPA et de l'administration tunisienne pour l'organisation et pour tout le professionnalisme des 2 derniers mois. Merci beaucoup.